Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et des cultes. Parce que le ministre de l'Intérieur est ministre des cultes en France. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Bruno Retailleau, première question toute simple. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la Grande Mosquée de Paris hier soir au repas de rupture du jeûne du Ramadan ? Question simple, comme vous dites, réponse simple, c'est que j'ai une ligne de conduite. Je suis ministre de l'Intérieur et des cultes, mais je ne participe à des cérémonies religieuses pour peu qu'il y ait une dimension officielle. Oui. Là, l'iftar, la rupture du jeûne, c'est un moment religieux. Je ne suis pas, allé officiellement à la messe du mercredi des cendres, parce que si j'étais allé, évidemment, on me serait tombé dessus. Donc non, c'est une ligne, je veux m'y tenir, parce que je pense que le modèle républicain, c'est la laïcité, il faut y faire très attention, mais ça ne m'a pas empêché de recevoir dans mon ministère, il y a quelques semaines, le FORIF, le Forum, qui représente les musulmans de France. Alors, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, y était, et il a dit, la France est attachée à sa relation avec l'Algérie. Vous aussi ? Mais bien sûr, mais vous évidemment. Aussi. Moi, mon obsession, je vais vous dire, je vois où vous voulez en venir. Oui, bah oui. Mon obsession, ça n'est pas la relation diplomatique. Mon obsession, écoutez-moi bien, j'en ai qu'une, c'est la sécurité des Français. Je ne veux pas que demain, il y ait sur le territoire national un attentat terroriste comme nous avons eu il y a peu de temps à Mulhouse. Qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse ? Parce que malheureusement, on oublie trop vite aujourd'hui. Un Algérien qui aurait dû être en Algérie, terroriste, a poignardé et a assassiné un ressortissant portugais à Mulhouse, sur le sol national. Ce terroriste, à 14 reprises, on avait demandé au consulat algérien de le reprendre. Mon prédécesseur, Gérald Darmanin, à 2 reprises, avait signalé ce cas à l'ambassadeur algérien. L'Algérie n'en a rien fait. Je ne veux pas que ça se reproduise. Je suis comptable, moi, de la sécurité des Français. Bien, les rapports entre la France et l'Algérie, je vais y revenir. Quelques mots pour commencer, parce que c'est la priorité. Boualem Sansal, êtes-vous inquiet, pessimiste ? Avez-vous des nouvelles ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Je n'ai pas de nouvelles. Écoutez, je n'ai pas de nouvelles. Aucune nouvelle. L'Algérie ne donne aucune nouvelle au gouvernement français. Son épouse a quelques nouvelles, mais nous ne savons pas ces nouvelles, si elles sont le produit de pression ou autre. Je me tiens informé aussi auprès de son avocat, François Imray, qui n'a pas de nouvelles. Vous savez que les geôliers de Boualem Sansal lui ont demandé de changer d'avocat au prétexte que cet avocat était juif. Vous vous rendez compte ? Est-ce que ça fait grand cas en France ? Vous savez, j'ai pas entendu l'extrême gauche, la gauche, protester sur cette proclamation pourtant antisémite. Et Boualem Sansal est retenu arbitrairement. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? D'être amoureux de la langue française, c'est son dernier livre. Son dernier livre, le titre, c'est « Le français, parlons-en », un hymne à la langue française. On lui reproche de trop aimer la France, d'être trop libre. Ça n'est pas acceptable. Il est âgé et il est malade. Voilà. Donc il doit être libéré. Bruno Retailleau, l'Algérie a refusé de reprendre les Algériens, la liste d'Algériens que vous vouliez renvoyer dans leur pays d'origine. Combien ? 60 Une soixantaine. Je n'ai jamais voulu dire le nombre exact, peu importe. Peu importe le nombre. Bien. Alors, j'ai entendu hier le ministre de la Justice, votre prédécesseur, Darmanin, dire il faut absolument que l'ambassadeur de France en Algérie soit rappelé. Vous êtes d'accord ? Il faut rappeler l'ambassadeur de France en Algérie maintenant ? Attendez, il faut se tenir à la ligne que le gouvernement et le Premier ministre, que nous avons arrêté ensemble. C'était au comité interministériel qu'il présidait il y a quelques semaines. C'était à la fin du mois de février. Pendant des semaines, je me suis retrouvé seul. Si j'ose dire, face aux menées algériennes. J'étais seul et ce comité interministériel a acté une ligne qui est celle de l'ensemble du gouvernement, c'est la riposte graduée. La riposte graduée, tout simplement parce que nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous agresse. Donc on a mis sur la table une réponse qui va monter en gamme en fonction de la riposte algérienne. Rappel de l'ambassadeur de France en Algérie, non. Vous dites non. Je ne dis pas non. Je dis simplement que aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité.
Aujourd'hui, nous sommes sur cette riposte. Cette riposte, par exemple, nous avons commencé à la mettre en œuvre avec la suspension des facilités à la nomenclatura algérienne, avec la semaine prochaine... Les passeports diplomatiques. Bien sûr, mais le ils vont visa... passer par un autre pays de Schengen pour venir en France. Il y a l'article 22, du Code de Schengen. Cet article 22, il est de droit, on le déclenche, et dès lors, les 26 autres pays, enfin plutôt les pays de Schengen, qui participent aux accords de Schengen, ne peuvent pas faire entrer quelqu'un chez eux sans nous avoir consulté avant. Il sera déclenché lorsque nous passerons à la seconde étape, notamment de la remise en cause des accords de 2007. Les accords de 2007, c'est précisément que ceux qui détiennent un passeport diplomatique n'ont pas besoin de visa. Voilà. Oui. Il faut savoir quand même que, je m'explique pour que les auditeurs comprennent bien. Très vite. L'Algérie et les ressortissants bénéficient de 3 immenses avantages qui sont exorbitants. 1, en matière de regroupement familial, ça, c'est les accords de 68. 2, les passeports diplomatiques, ce sont les seuls, par exemple au Maghreb, à ne pas avoir à demander de visa. Troisièmement, pour l'ensemble des ressortissants algériens, écoutez-moi bien, parce que ça, personne ne le dit. Ils bénéficient d'un régime ultra avantageux pour les soins, qui les met au même niveau que les ressortissants européens. C'est-à-dire qu'on a octroyé, vous m'entendez bien, aux Algériens qui viennent en France pour se faire soigner, le même régime qu'on peut octroyer à un Allemand, à un Belge, etc. Donc, vous voyez que le paquet... on pourrait mettre fin, c'est à l'ensemble. À l'ensemble de tout ça. Bien sûr. La riposte graduée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de dire, nous ne sommes pas l'agresseur, nous allons progressivement ajuster en fonction des reprises par l'Algérie de ses ressortissants. Ça, c'est l'accord de 94. L'accord de 94 dit, voilà, il faut que l'Algérie elle ne baragouine pas. Quand on est convaincu avec une pièce d'identité, un passeport, que le ressortissant est algérien, elle doit le réadmettre sur le sol. Réponse graduée, très bien, mais j'ai gradué jusqu'à quand? Parce que c'est bien beau, réponse graduée. Mais est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a... Le Premier ministre a parlé de 6 semaines. Voilà, on va tranquillement... À partir d'aujourd'hui, 6 semaines. Mais avec détermination, s'impliquer dans cette relation. Et moi, je suis solidaire de cette ligne. J'étais seul pendant longtemps. Je suis heureux maintenant que cette position soit partagée. On ne peut pas changer chaque jour et chaque semaine de pied. J'ai entendu Marine Le Pen qui demande gel des visas, gel des transferts de fonds privés, fin de l'aide publique au développement, dénonciation des accords de 68. Mais c'est sur la table. Sur la table. Mais dans la riposte graduée, il y a des choses d'ailleurs dont personne ne parle qui peuvent aussi être sur la table. C'est-à-dire je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus parce moi, que... je peux vous dire, je peux vous donner des idées si vous voulez. Non, mais j'ai plein d'idées. Par exemple, à la descente des ferries, multiplier les contrôles, par exemple. Fermeture des consulats, par exemple. Fermeture des consulats algériens en France? Quand je dis riposte graduée, il y a un ensemble de mesures qui pourraient être prises. Les patrimoines des personnalités, on pourrait peut-être, je sais pas moi, y penser, non? Je devrais vous recruter. Je pourrais vous recruter, Jean-Jacques Bourdin, au ministère de l'Intérieur. Vous y pensez ou pas? Mais tout est sur la table. Voilà. Ensuite, on doit ajuster cette riposte graduée. Bon. Est-ce que vous n'êtes pas mis dans une nasse? Est-ce que vous avez brandi votre démission dimanche? Parce que j'ai vu cela tout à coup. Non, franchement. Le Parisien a titré sur cette démission. Aujourd'hui, je vois bien que... Vous avez mis votre démission sur la table ou pas? Franchement, Bruno Retailleau. J'ai toujours indiqué, Jean-Jacques Bourdin, vous me regardez les yeux dans les yeux. Oui, on se regarde les yeux dans les yeux, Que ma seule obsession, c'est la sécurité des Français. Évidemment que si un jour... il m'arrivait de tomber sur un obstacle qui pourrait mettre en cause la sécurité de nos compatriotes, alors je devrais m'interroger. Oui. Aujourd'hui, la question... L'obstacle sur la sécurité des Français. Mais quel serait cet obstacle? Je ne veux pas... Vous pensez à quoi? Je ne veux pas que Mulhouse se reproduise. Mulhouse, c'est l'Algérie qui ne veut pas reprendre un individu dangereux. Ça veut dire qui que est si, algérien. Au bout, après toutes ces mesures, ces réponses graduées, vous n'obtenez pas les réponses, vous démissionnez. Ah, mais non. Si le gouvernement reste solidaire et surtout si le gouvernement a cette ligne sécuritaire sur les Français, il n'y a pas de raison que je démissionne. Oui, mais aujourd'hui, si le gouvernement n'obtient pas, malgré toutes les réponses graduées, n'obtient pas de l'Algérie ce que le gouvernement français veut, que faites-vous? Il y a 2 choses. Soit nous capitulons, et alors là, la question se poserait. La capitulation serait, si j'ose dire,
à l'initiative du gouvernement. Oui. Ça serait pour moi insupportable. Oui. Mais je ne le pense pas. Ça n'est pas la disposition ni du président de la République que j'ai vu, ni du Premier ministre. Soit c'est l'Algérie qui ne veut rien entendre. Mais je vois bien que M. Tebboune, aujourd'hui, a une seule chose en tête. Ça ne nous a pas échappé. Laquelle? Ma démission. Chaque jour, je fais la une de la presse algérienne, avec évidemment des articles très agressifs. Et ceux qui souhaitent le plus ma démission aujourd'hui, c'est le régime algérien. C'est Bien. M. Tebboune. Alors, vous pensez bien que, au stade actuel, je ne veux pas leur faire ce cadeau, tant que, évidemment, je sais que le gouvernement est sur la ligne que je Est-ce préconise. que Emmanuel Macron est sur la même ligne que vous? Vous en avez parlé, vous avez dîné avec lui. Non. Non, pas dîner, non. Vous l'avez rencontré. On l'a Vous rencontré, en bien tête sûr. à tête. En tête à tête, mais bien oui. sûr. Bien sûr. Il est exactement sur la même ligne que vous? Il est sur cette ligne de protéger les Français, bien sûr. On a parlé ensemble de Oui. cette réponse graduée et il y a consenti parfaitement. Bon. Vous devriez démissionner si les accords de 1968 avec l'Algérie ne sont pas remis en cause. Qui dit cela, selon vous? Mais qui dit cela? Qui dit Un cela? ami cher, un ami cher. Un ami cher? Oui. Un de vos amis chers? N'est-ce pas? Qui est cet ami cher? Je vois les lettres s'inscrire dans vos yeux, cher Jean-Jacques Bourdin. Mais oui, il s'appelle Laurent Wauquiez. Oui. C'est votre ami cher, Laurent Wauquiez. Mais c'est voilà. Bruno Retailleau, c'est aussi votre C'est mon adversaire. compétiteur. C'est votre Non, compétiteur. c'est mon Pourquoi compétiteur. dit-il cela, selon vous? Ben, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Oh, bah, je pense pas qu'il dise. Franchement, vous ne savez pas. Non. Vous ne savez pas. Non, mais c'est la question des accords de 68. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des forces politiques au centre et à droite les remettent en question. Si demain, d'ailleurs, ce que j'espère, la droite revient au pouvoir, sans doute faudra-t-il les remettre en question. Parce que ces accords accordent précisément des avantages exorbitants à l'Algérie. Et pour l'instant, on n'est pas d'ailleurs payé de retour. Simplement, encore une fois, mon obsession, ça n'est pas des accords, c'est la sécurité des Français. Bien. Rien sur la ME, rien sur l'Algérie, rien sur la loi immigration. C'est ce que l'on dit autour de Laurent Wauquiez. Présidentielle, ben oui. Vous faites pas de commentaires, vous pouvez. Présidentielle 2000, non. Mais non, mais Cette rivalité. Mais non, attendez, je vais m'expliquer. Il ne peut pas être à la fois ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle LR. C'est impossible. Écoutez, justement, la démonstration que j'ai faite depuis que je suis au ministère de l'Intérieur depuis septembre, eh bien, la droite a retrouvé des couleurs. Parce que les Français qui partagent nos convictions veulent que on ne se planque pas. Les Français qui aiment la France veulent que, même dans des conditions difficiles, je suis dans des conditions difficiles, le gouvernement est un gouvernement de coalition, où il y a une ligne, mais on n'est pas tous avec le même parcours politique, et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais moi, je travaille au quotidien pour améliorer les choses. Et très franchement, on voit bien que quand la droite est dans l'action, quand on est capable d'être à la fois dans l'action, sans abandonner, sans abdiquer ses convictions, alors les Français nous encouragent. Si vous êtes président LR du parti, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la République, franchement? Non, je me méfie de cette obsession présidentielle parce que ma famille politique l'a payé très cher. Je pense Donc que vous ne serez pas candidat? Je ne dis pas que je serai ou que je ne serai pas candidat. Je dis simplement que l'obsession présidentielle a fait beaucoup de mal au parti. Pourquoi? Il s'est transformé en une simple écurie présidentielle et on a oublié de travailler. On a oublié de réfléchir. Depuis quand est-ce qu'on a proposé une idée neuve qui permettent de dire aux Français, on va porter pour vous un projet de société au moment où la France va mal. Donc le travail d'un parti, c'est d'abord de réfléchir, de proposer un projet de société, des idées nouvelles qui permettront demain de redresser la France. Alors, l'immigration, 2 textes inscrits au Sénat. Mais vous voyez bien qu'il y a des textes qui sont inscrits. Mais oui, au Sénat, oui, qui ont été votés. D'ailleurs, maintien en rétention des étrangers condamnés pour des faits graves. Alors, pas 90 jours, c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 180 et 210 jours. Et puis, deuxième texte, conditionner l'octroi de certaines prestations sociales aux étrangers à au moins 2 ans de résidence en France. Vous approuvez ces 2 textes? Bien sûr que je les approuve. Soutenez? Je les soutiens, évidemment. Et d'ailleurs, c'est la méthode. Oui.
dès d'ailleurs le gouvernement avec Michel Barnier, nous avons fait le constat qu'avec cette Assemblée nationale où nous ne disposons pas de majorité, il ne fallait pas un grand texte, un grand monument. Il n'y en aura pas. Législatif. Il n'y aura pas de grand texte. Il ne peut pas y en avoir. Sur l'immigration. Mais il ne peut pas y en avoir. Et moi, je ne demande pas un texte fétiche avec mon nom sur le socle. C'est pas ce que je demande. Je ne demande pas une loi Retailleau. Je demande des outils particuliers, ponctuels, des objets uniques par des propositions de loi qui viennent des députés ou des sénateurs. C'était le cas d'ailleurs avec les députés dans une niche LR sur le droit du sol pour Mayotte, et c'est le cas au Sénat avec l'extension du délai de rétention dans les CRA. Vous savez que la jeune Philippine a été assassinée parce qu'on ne disposait pas de cette arme. Pour moi, c'est fondamental. Et puis, les prestations sociales. Moi, j'estime que y a des appels d'air et que les prestations sociales qu'on appelle non contributives, les allocations familiales, c'est pas un dû pour un étranger. Allocation familiale et APA. Ça n'est pas un dû. Les Français travaillent dur précisément pour maintenir à flot notre modèle social. Bruno Retailleau, est-ce que ça va être inscrit à l'Assemblée nationale? Parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour des raisons d'ordre du jour, mais j'espère bien. J'espère bien que ça le sera. Moi, l'engagement qu'a pris François Bayrou lorsque j'ai dit oui pour... Vous avez obtenu cela, ce sera inscrit à l'Assemblée nationale. Je lui avais dit, je ne veux pas de grands textes, je veux des PPL, et il m'avait dit oui. J'ai aucune raison de ne pas croire en la parole de François Bayrou. Le 26 mars, vous avez rendez-vous. Vous avez rendez-vous pour participer avec Manuel Valls à une soirée. Le collectif Agir Ensemble qui organise cette soirée pour la République, c'est un meeting. La France contre l'islamisme. Alors, parlons justement de l'islamisme. Dites-moi, est-ce que vous allez interdire définitivement le port du voile et de tout signe religieux dans les compétitions sportives? Moi, je le souhaite. Vous savez, lorsque je suis arrivé au ministère, on m'a rendu un rapport qui est classifié, qui est confidentiel. Ce rapport, je vais le déclassifier. Alors, je ne peux pas le déclassifier en l'état parce qu'il y a des noms, il y a des informations qui relèvent du secret. Mais que dit ce rapport ? Ce rapport est alarmant. Il porte sur la stratégie des frères musulmans, qui est une stratégie de l'entrisme. Il y a une stratégie avec le djihadisme, le terrorisme. Une stratégie avec le séparatisme, où on voulait séparer les mécréants des bons croyants. Mais là, l'entrisme, les frères musulmans, c'est qu'ils ont un agenda avec un discours qui est très lisse, où généralement, ils reprennent nos valeurs, ils sont pour la liberté, pour l'égalité. Mais derrière cet agenda, ils veulent qu'un jour, tout bascule et que la charia s'applique sur notre territoire. Et l'entrisme, nous dit-on, c'est d'abord les clubs de sport, les associations sportives, pas que les associations culturelles. Donc il y a un danger. Interdiction du port du voile dans toutes les compétitions sportives. Bientôt. Je le souhaite. Vous le souhaitez ? Qui décide de cela ? Eh bien, j'avais d'ailleurs initié avec un ami qui est sénateur, Michel Savin. Le texte a été voté. A été voté. Ce texte, il a été ce qu'on appelle bleui. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion interministérielle à Matignon pour savoir quelle serait la ligne du gouvernement. Ce matin, je la rappelle, cette ligne qui était votée dans cette PPL au Sénat il y a quelques jours. Vous avez eu cette discussion avec François Bayrou. Exactement. Et c'est cette ligne-là qui a prévalu. La ligne, c'est qu'on doit interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Donc, par la loi. Voilà, des compétitions liées notamment avec les fédérations sportives, en ce qu'elles ont une mission de service public. Donc par la loi, donc. Par la loi, bien sûr, puisque aujourd'hui... Il y aura une loi interdisant. Il faut une loi. En tout cas, moi, j'y suis favorable. Et si j'y suis favorable, c'est parce que je pense que le sport est un creuset, un peu comme l'école. On l'a fait à l'école. Mais le sport doit rester un espace de neutralité. Et les visées religieuses, politiques, ne doivent pas avoir leur place sur des terrains de sport, là où on peut se comprendre, où on peut partager une même émotion, quelle que soit sa croyance religieuse ou même politique. Même chose pour les accompagnants, sorties scolaires, par la loi, interdiction du port du voile ? Ça a toujours été une conviction personnelle. Le gouvernement ne l'a pas tranché. J'ai toujours indiqué que les sorties scolaires, c'était l'école hors les murs. Ma réflexion, c'est que dans les murs, l'école, on interdit le voile. Et il me semblerait que l'école hors les murs, on pourrait aussi le faire. Le gouvernement y pense ? Est-ce que vous allez mettre cela sur la table ? Le gouvernement n'y pense pas. Il y a des divergences au sein du gouvernement. Et pour l'instant, autant je peux dire sur le sport que la ligne que je pousse est une ligne qui est désormais gouvernementale, autant là, c'est une ligne qui est personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que
la question du voile, le voile, je voudrais vraiment que les Françaises et les Français le sachent, c'est pas seulement un bout de tissu. Le voile, c'est un étendard. Le voile, c'est la soumission de la femme par rapport aux hommes. Il y a aujourd'hui des femmes qui meurent en Orient pour s'être dévoilées. Voilà. Toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais écoutez-moi bien, tous les islamistes, tous, sans exception, veulent voiler les femmes. Bruno Retailleau, vous, le 22 mars, la fin de la semaine, il y a une manifestation organisée par LFI samedi prochain contre le racisme et le fascisme. Et vous êtes représenté sur les affiches. La France Insoumise vous désigne. Vous êtes raciste et fasciste. Vous l'avez vu, bien sûr, je l'ai vu. Bon, vous avez vu ces accusations. Après, j'ai vu aussi la première affiche. Oui. Pascal Praud et Cyril Hanouna. Oui. Voilà. Scandaleuse. Absolument scandaleuse. Oui. Puisque cette affiche reprenait... Mais qu'allez-vous faire alors devant tout cela? Qu'allez-vous faire? Ah non, mais il y a une liberté de manifestation. Ça n'est pas parce que... Vous n'allez pas interdire cette manifestation. Non. Nous n'interdisons les manifestations que lorsque il y a des sérieux indices de troubles à l'ordre public, etc. Oui. Pour l'instant, nous n'en avons pas, et je pense que la France Insoumise serait trop heureuse que on prenne cette décision. Simplement, ce que je dis, c'est que s'il y a bien un parti aujourd'hui qui est en dehors du champ de l'arc républicain, comme l'on dit, c'est bien les Insoumis. Souvenez-vous que les Insoumis, j'ai d'ailleurs attaqué une députée qui avait banalisé la chasse aux Juifs, vous savez, à Amsterdam, il y a quelques mois. Vous savez que les Insoumis jouent dangereusement avec l'antisémitisme, puisque sous prétexte d'antisionisme, ils draguent le vote musulman et ils font prospérer précisément l'antisémitisme en France. Encore une fois, écoutez-moi bien, on parlait tout à l'heure de Boualem-Sansal. Vous savez que Rima Hassan, Marion Aubry n'ont pas voté alors qu'il y a eu au Parlement européen une résolution qui demandait, pour des motifs humanitaires, pas politiques, pour des motifs humanitaires, la libération de Boualem-Sansal. Elles ne l'ont pas voté. Encore une fois, l'apologie du terrorisme. Les Insoumis ont déposé un texte, une proposition de loi pour abolir le délit d'apologie du terrorisme. Bien, oui, mais Bruno Retailleau, parti anti-républicain, est-ce que vous allez demander la dissolution d'LFI ? Non, parce que nous ne l'obtiendrons pas. Bon. Je parle sur le plan politique, voilà. Et c'est aux Français de faire, à mon avis, leur jugement. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils l'ont fait. Bien, ils l'ont fait. Donc, mais quand on vous accuse de fascisme, d'être un fasciste, d'être un raciste, vous n'avez pas envie de répliquer, là? Vous n'avez pas envie de répondre? De la part des Insoumis, ça ne me fait rien. Ah, croyez-moi, une critique. Pour moi, les Insoumis, c'est comme une boussole inversée. Quand ils montrent dans une direction, la bonne direction, c'est l'inverse. C'est 180 degrés. Bon. Le football, 5 associations, groupes ultra de plusieurs clubs sont en voie de dissolution. Est-ce que vous allez les dissoudre? Il y a là 2 groupes de Saint-Étienne, un groupe de Nantes, un de Strasbourg et un du Paris Football Club. Est-ce que vous allez les dissoudre? Je vais m'expliquer. Puisque aujourd'hui on est dans une procédure contradictoire. C'est normal, la procédure contradictoire permet à chacun de faire valoir ses arguments. Le foot, le sport, c'est des joueurs, c'est un public, c'est des supporters. Donc moi, je n'ai rien contre les supporters. Simplement, je veux que demain, dans les matchs de foot notamment, parce que c'est le foot qui est concerné, un père, une mère puisse venir avec ses enfants sans craindre des violences. Je ne veux pas que les stades soient des zones de non-droit. Or, je veux dire aux Français qui m'écoutent ce matin que chaque week-end, pour des matchs de foot, on mobilise 30% des forces de l'ordre. 30% des forces de l'ordre sur le territoire national sont affectées à cette sécurisation. En 6 ans, le nombre d'heures de policiers et de gendarmes affectés à la sécurisation des matchs de foot s'est accru de 86%. Est-ce que les Français payent des impôts pour sécuriser des matchs de foot? Alors, est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de ces groupes ultra? Nous dissoudrons si nous avons les bons arguments. Aujourd'hui, nous avons... Vous les avez, les bons arguments? Nous avons des arguments. Et vous êtes favorable à la dissolution? Moi, je suis favorable à la dissolution pour peu qu'on puisse dissoudre et que je ne sois pas annulé par la justice. Simplement, nous visons tout particulièrement les ultras qui commettent des violences et qui, dans ces violences d'ailleurs, visent nos forces de l'ordre. Ça, j'y accorde vraiment une importance particulière parce que je suis le patron des policiers et des gendarmes et je n'admets pas qu'on puisse les blesser en prenant prétexte justement du sport. Ça n'est pas une zone de non-droit et je ferai respecter le droit.
Bruno Voilà. Et si je dois dissoudre pour le faire respecter, eh bien, nous dissoudrons. Aujourd'hui, c'est un certain nombre de clubs ultra sont engagés devant la commission consultative dans cette procédure contradictoire, et on verra bien au bout du bout, s'ils prennent des positions et s'ils se justifient ou pas. Bruno Retailleau, j'ai 3-4 questions pour terminer. Crépol, le meurtre de Thomas, est-ce que c'était un raid anti-blanc ? Vous, ministre de l'Intérieur, est-ce que vous avez les informations nécessaires pour répondre à cette question ? Les informations précises, je ne les ai pas. Mais je sais qu'il y a aussi un racisme anti-blanc. Vous savez, le racisme, il est certainement pas l'apanage de telle ou telle couleur de peau. Voilà. Et Crépol, c'est aussi, je connais bien Marie-Hélène Toraval, qui est une mère extrêmement courageuse. Je m'y suis rendu d'ailleurs il y a quelques semaines, et j'ai rencontré les familles. C'est terrible pour les familles. Elles souffrent encore. Délit d'homicide routier, ça aussi c'est terrible pour les familles. Est-ce que vous allez créer ce délit d'homicide routier ? J'y suis très favorable. J'ai rencontré Franck Aleno il y a quelques semaines. J'en ai parlé. Yannick, pardon. J'en ai parlé il y a quelques jours d'ailleurs au ministre des Relations avec le Parlement pour que une loi puisse trouver. Est en préparation ? Ah ben non, il suffit désormais. On a déjà. Oui, vous avez déjà, on a déjà un premier texte. Il faut que ça passe désormais à l'Assemblée nationale. Vous me disiez la même chose sur les lois immigration. Le problème de l'agenda de l'Assemblée nationale, c'est que c'est extrêmement compliqué. Bon. J'ai demandé, moi, au ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Mignola, de tout faire pour trouver un créneau. Très franchement, je pense qu'en 1h30, 2 heures, le texte, il est voté. On a un accord, on a un consensus. Bien. 2 autres questions. Sur le narcotrafic, on va beaucoup en parler, on a beaucoup parlé avec Gérald Darmanin notamment. Vous conduisez d'ailleurs ces textes avec Gérald Darmanin en étroite collaboration. Puisque je vous rappelle que c'est quand j'étais au Sénat, c'est moi qui avais déclenché la commission d'enquête sur le narcotrafic. Sur le narcotrafic, alors accès aux correspondances des trafiquants sur les messageries privées comme Signal ou WhatsApp, là vous dites oui. Bien sûr, je dis oui. Absolument cela. Un amendement. Je dis oui parce que Dieu sait si il faut être extrêmement précautionneux. Mais je pense que désormais, avec un amendement, il n'y a pas de ce qu'on appelle de porte dérobée. Il n'y a pas d'atteinte au chiffrement. Il n'y a pas d'atteinte à la confidentialité. Et on peut, attendez, pas pour n'importe quoi, pour le terrorisme. Et pour la très haute criminalité, je pense qu'on peut avoir recours à ce déchiffrage. Pourquoi ? Aujourd'hui, le temps de grand-papa, où on faisait des écoutes téléphoniques, c'est terminé. On n'obtient plus rien, puisque ces terroristes et les grands criminels qui font partie des mafieux, etc., ont migré massivement, précisément, sur ces messageries cryptées. Et donc, ça réduit à néant les renseignements de nos forces de police ou de gendarmerie. Il faut vraiment, dans des conditions très resserrées, et c'est ce que prévoit cet amendement, sans porter atteinte, encore une fois, au chiffrement, ou même à la confidentialité. Mais est-ce qu'on veut ou non donner des outils à nos forces de police, de gendarmerie, quand on lutte contre le terrorisme ? Moi, je vais vous dire, Amra, ça a duré 9 mois, sa cavale. Si on avait eu accès au déchiffrage, on aurait réduit sans doute par 2 ou 3. Nous n'avons pas pu déjouer, je vous le dis aussi, c'est la première fois que je le dis, ce sont mes services qui m'ont confié, qui m'ont fait cette confidence. Allez-y. Nous aurions pu déjouer des attaques mortelles, terroristes, si nous avions pu avoir accès à ce genre de techniques de renseignement. Déjouer certaines attaques mortelles. Lesquelles ? Bien sûr. Je n'en dirai pas plus. Certains actes terroristes commis auraient pu être déjoués. Oui, parce que le dernier à Mulhouse, par exemple ? Pas le dernier à Mulhouse, mais quand on a... Lesquels ? Je ne le dirai pas, mais je vais vous dire pourquoi on le sait. Tout simplement parce que quand malheureusement il y a une victime, il y a évidemment un tueur, un terroriste, on a le téléphone ensuite, on analyse le téléphone et on voit bien dans ce téléphone que sur des messageries cryptées, il y avait des éléments qui, si on y avait eu accès, nous auraient permis d'anticiper. Vous voulez pas me dire ? Non, je ne le dirai pas parce que ça fait partie du secret. Mais je le dis et on a besoin. Je comprends que il peut y avoir des réticences parce que on se dit mais ça va être une écoute de masse. C'est faux. Il n'y aura pas d'écoute massive et il y aura un contrôle d'une commission indépendante qui s'appelle la CNCTR, qui comprend des magistrats, des parlementaires. Donc tout ça est très encadré. Soit on lutte à armes égales, ou soit on a une guerre de retard. Et c'est le cas aujourd'hui. On a une guerre de retard.
Bien, j'ai une dernière question. Rima Hassan était à votre place ici même, il y a quelques jours, sur Sud Radio. Elle a parlé de légitimité du Hamas. Vous avez réagi, je ferai un signalement à la procureure de la République de Paris. Il est fait, ce signalement ? Et je l'ai fait. Bien sûr, puisque dans l'interview, ici, oui, je m'en souviens très bien, à quelques phrases près, elle a rapproché d'ailleurs cette légitimité et le terrorisme. Ça me paraît être un acte constitutif d'un délit d'apologie du terrorisme. J'ai donc fait, avec l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai saisi l'autorité judiciaire. Je n'ai pas eu de retour pour l'instant, mais on la voit bien jouer avec le feu en permanence depuis le 7 octobre. C'est terrible. Quand on a vu les images du 7 octobre, quand on a vu ces enfants, ces femmes, etc. Je ne comprends pas comment on peut encore aujourd'hui dire cela quand on est élu. Elle est parlementaire européen. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être venu nous voir sur l'antenne de Sud Radio. On a un peu débordé, on est désolé pour Patrick, mais vous allez réagir 0826 300 300, évidemment.